verrez le cas Bojona. Bojona, pour ne pas citer son nom, avait contribué à asseoir le régime de Faure Gnassingbé, mais il en avait été la première victime en 2012 ou 2000. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Merci de vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne. C'est gratuit, c'est gratuit. Et activer la cloche de notification, c'est très important. François Bokor, vous allez le connaître tout de suite. Alors, sans plus tarder, je vais vous laisser suivre la vidéo. François Bokor, bonjour. Bonjour. Le 19 avril dernier, les députés togolais ont adopté à l'unanimité le changement de constitution qui consacre désormais le passage de la 4e République à la 5e et surtout un passage à un régime présidentiel, à un régime parlementaire. Si jamais ce texte est promulgué par le président togolais, Faure Gnassingbé, est-ce que vous pensez, comme certains opposants togolais, qu'il s'agit tout simplement d'un coup d'État constitutionnel ? Oui, il s'agit tout simplement d'un coup d'État constitutionnel. Ce n'est ni une modification de la Constitution, parce qu'une modification de la Constitution devrait se faire conformément aux règles posées par la Constitution. Nous sommes là dans une situation de pure escroquerie, un coup d'État constitutionnel destiné à garantir un pouvoir monarchique à Faure Gnassingbé, destiné à satisfaire les caprices d'un enfant gâté, comme j'aime bien le dire, d'un enfant gâté à qui papa aurait dit ne laisse jamais passer ce pouvoir au risque de jamais le retrouver. Ce lundi 29 avril 2024, les électeurs togolais en âge de voter sont appelés aux urnes dans le cadre des élections régionales et législatives. Est-ce que franchement vous croyez en la crédibilité de ce double scrutin ? Évidemment que non. Vous savez, si les autorités togolaises savaient que les élections, pour paraphraser un contemporain, que les élections étaient utiles, il y a longtemps qu'elles les auraient supprimées. Tenez, ils viennent de se rendre compte que l'élection présidentielle est dangereuse pour leur survie et ils l'ont tout simplement liquidée à travers les modifications, le changement constitutionnel qui vient de s'opérer en catimini. Donc, revenant aux élections législatives et régionales, on peut, a priori, vu les conditions, la confusion dans lesquelles ces élections se déroulent, avec un découpage électoral taillé sur mesure, vous savez qu'avant l'élection, au mois de janvier déjà, un découpage électoral de 113 députés garantissant une victoire au camp présidentiel a été opéré, là aussi en catimini. Ce changement de découpage électoral était en violation flagrante des règles constitutionnelles et des règles juridiques sous-régionales. Néanmoins, vous savez, quelles que soient les situations, on n'a jamais réussi à domestiquer ou à dompter la volonté populaire. Donc, je pense que en dépit du fait que ces élections ne sont pas crédibles, à chaque opportunité que le peuple togolais a pour s'exprimer, je demande qu'il saisisse cette opportunité, qu'il soit lucide et qu'il fasse preuve de sa souveraineté populaire et qu'il sanctionne par tous les moyens ceux qui veulent lui ôter la possibilité de désigner ses représentants. La crédibilité, elle est vraiment entamée. Elle est entamée par le fait que les modifications des règles du jeu électoral ont été opérées dans des conditions opaques. Elle est entamée, cette crédibilité, par le fait que le découpage électoral actuel opéré en janvier est unique et est censé garantir une victoire au camp présidentiel. Elle est aussi entamée par le fait que même l'épiscopat qui a voulu qui a voulu déployer sur le terrain 500 observateurs a été empêché récemment par le ministère de l'administration territoriale. Tout ceci vous prouve que les dés sont déjà pipés. Néanmoins, le peuple togolais seul, détenteur de sa souveraineté populaire, peut massivement déjouer tous les pronostics et saisir cette opportunité pour construire son avenir. Donc, j'ai espoir, malgré tout, que les élections législatives et régionales sont une opportunité au peuple togolais de s'exprimer. Et vous savez, si les autorités togolaises font tout pour supprimer l'élection, c'est qu'elles, finalement, elles prennent conscience
que le peuple togolais, par son droit de vote, veut aller jusqu'au bout de sa détermination. Et c'est ce qu'on peut attendre d'un peuple lucide. Voilà, si je comprends bien, vous n'êtes pas un partisan de la politique de la chaise vide, hein, c'est ça? Du tout. J'ai jamais été partisan de la politique de la chaise vide, d'autant que à chaque fois que les choix politiques ont été de ne pas participer au scrutin, cela a laissé un boulevard aux tenants du statu quo pour aller de manière isolée détenir toutes les institutions et surtout les instrumentaliser. Vous vous rappelez, en 2002, pareil, la politique de la chaise vide a donné l'opportunité de modifier en profondeur la Constitution pour supprimer la limitation des mandats. En 2018, pareil, la politique de la chaise vide, le fait que l'opposition ne soit pas allée aux élections législatives, a permis au pouvoir de se retrouver seul dans l'Assemblée nationale et a engendré ce qu'on sait aujourd'hui, c'est-à-dire a engendré des modifications en catimini sans consensus national de la Constitution, de la loi fondamentale. Et ce qui provoque aujourd'hui la situation dans laquelle nous sommes, un renversement anticonstitutionnel des institutions et un véritable coup d'État constitutionnel. Donc tout ceci a été occasionné par le fait que les politiques ou les partis politiques de l'opposition n'ont pas participé au dernier scrutin de 2018. François Boko, vous aviez été ministre de l'Intérieur sous Yansimbe Yadema, le père de l'actuel président, en avril 2005, sous Faure Yansimbe, justement, lors de l'élection présidentielle. Vous aviez dénoncé avec fracas des fraudes, ce qui a failli vous coûter la vie, puisque vous aviez été exfiltré du Togo et vous vous êtes retrouvé en France, où vous êtes en ce moment réfugié, vous y vivez. Est-ce que vous envisagez un jour de retourner au Togo? Je compte toujours retourner dans mon pays. On ne quitte pas de manière éternelle, de manière définitive sa terre natale. J'ai bon espoir que tôt ou tard, mais mieux vaut tôt que jamais, que je retournerai dans mon pays. Et à chaque fois que l'opportunité d'y retourner se présentera, je ne cesserai de le revendiquer et j'espère y retourner. Oui, mais pourtant, François Boko, en mars 2019, il y a tout juste 5 ans, vous aviez été empêché d'embarquer dans un vol Air France en direction de Lomé. Oui, les autorités togolaises savent très bien que tout ce qui peut menacer la survie de leur volonté de s'éterniser au pouvoir n'est pas le bienvenu. Je ne suis pas le seul. La plupart des exilés politiques ont été empêchés de rentrer au Togo dès lors qu'ils constituent une menace pour la survie du régime qui se veut éternel. Néanmoins, il nous appartient de continuer d'être persévérants, de continuer à travailler ensemble dans la diaspora avec les acteurs du terrain pour faire en sorte que le changement que veut le peuple, l'alternance politique au sommet de l'État, puisse advenir de manière pacifique et de manière à faire en sorte que le peuple retrouve sa souveraineté populaire. Nous y travaillons, mais je dois aussi l'avouer, notre génération a déjà beaucoup donné. J'ai travaillé pour mon pays, que ce soit à l'intérieur du Togo ou à l'extérieur. Et aujourd'hui, vous savez, un peu partout en Afrique, c'est la jeune génération, la quarantaine, celle dont l'avenir est le plus compromis, qui prend les choses en main et qui se détermine à aller plus en avant, à définir les meilleures stratégies pour venir à bout d'un système qu'on sait d'un système qui a confisqué la souveraineté populaire. Voilà, chaque épreuve que nous traversons doit être un moment de détermination qui renforce la détermination des Togolais à aller jusqu'au bout de leurs efforts, de leur volonté d'arracher la souveraineté qui leur appartient avant tout. Et êtes-vous en contact avec certains pontes du régime togolais? Bien sûr, je suis en permanence en contact avec les Togolais, y compris ceux qui sont aux affaires, et j'entends des sons de cloche divergents. Vous savez, ils sont, pour la plupart, en particulier ceux qui sont aux affaires, otages d'un système qu'ils ont eux-mêmes contribué à asseoir.
en 2005, beaucoup pensaient que le fils sera différent du père, donc il faut lui donner aussi sa chance. Mais nous attirons déjà l'attention des Togolais sur le fait que une transmission de père en fils du pouvoir politique, une dévolution héréditaire du pouvoir politique, consacrerait à terme une monarchisation de nos institutions. Malheureusement, nous ne sommes pas trompés. 20 ans ou 19 ans après, on se rend compte que Faure Gnassingbé veut toujours plus de pouvoir. Son seul objectif, c'est de ne jamais perdre le pouvoir que papa lui aurait transmis. Et vous savez, il n'a pas un projet de construire un état de droit. Lui-même, comme il le dit, il ne croit pas à l'état de droit, il ne croit pas à la démocratie. Il croit en une seule chose, c'est conserver le pouvoir. Et ce qui est dommage, c'est l'élite qui l'accompagne, l'élite politique formée à grands frais, qui l'accompagne dans cette volonté d'hégémonie et dans cette volonté de construire une monarchie au Togo. Cette élite politique se trompe parce que il n'est jamais facile, il n'est jamais conseillé de voir le roi nu. Dès qu'il se réhabille, vous serez la première victime. C'est pour cela que j'en appelle à la conscience de cette élite qui travaille, qui fait toutes les gymnastiques possibles pour justifier l'injustifiable. Attention, l'histoire politique du Togo a montré que à chaque fois que ce régime est en difficulté, il exploite l'intelligence des Togolais avides de pouvoir ou avides d'honneur. Et à chaque fois qu'il a fini de les exploiter, ils sont les premières victimes de cette instrumentalisation, à travers une instrumentalisation du système judiciaire. Vous verrez le cas Bojona. Bojona, pour ne pas citer son nom, avait contribué à asseoir le régime de Faure Gnassingbé, mais il en avait été la première victime en 2012 ou 2013. Pareil pour son petit frère, le monsieur Kwacha Gnassingbé, qui avait fait de sale besogne pour asseoir en 2005 le système. C'est lui qui avait participé de manière instrumentale à des pratiques qui ont permis à Faure Gnassingbé de capter ce pouvoir. Et 2 ans après, 2 ou 4 ans après, il en avait été la première victime. Donc, qu'on ne se leurre pas. Et je multiplierai les exemples. Le général Katanga, qui en 2017 s'est déployé avec toute la fougue et la répression, l'instrumentalisation de la force armée pour asseoir le pouvoir contesté de Faure, a été 3 ans après la première victime. Il a été démis de ses fonctions et très récemment, il y a 1 an, il a été tout simplement embastillé. Donc vous voyez, il faut que l'élite togolaise contribue de manière lucide au développement du pays en tenant compte de son histoire, en tenant compte du fait que à chaque fois qu'elle s'est laissée instrumentaliser, elle est devenue la première victime de cette instrumentalisation. Donc, nous ne pouvons pas accepter qu'une seule personne prenne en otage l'intelligence des Togolais de manière permanente et se dise qu'il faut tout faire pour satisfaire, construire des institutions, instrumentaliser des institutions pour juste satisfaire son ego de conserver, vaille que vaille, un pouvoir que papa lui aurait légué. Il faut que les Togolais se ressaisissent. Il faut que l'élite politique togolaise, qu'elle soit de l'opposition ou qu'elle soit aux affaires, se ressaisisse et se dise qu'elle est là pour travailler pour le Togo, qu'elle est là pour travailler pour le peuple togolais et non pour satisfaire les caprices d'un enfant gâté qui n'a qu'un seul objectif. Et il le dit, il ne s'en cache pas. Conserver le pouvoir, vaille que vaille. Utiliser l'argent, instrumentaliser les institutions, instrumentaliser l'élite politique, l'élite intellectuelle pour parvenir à ses fins qui ne peut que être préjudiciable à l'avenir de ce pays. Dernière question, vous suivez l'actualité de la sous-région Afrique de l'Ouest. Quel commentaire est-ce que vous faites par rapport à la série de coups d'État militaires perpétrés dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, Mali, Burkina Faso, Guinée et dernièrement le Niger? Ces coups d'État sont la réponse militaire à des violations flagrantes des règles constitutionnelles pour la plupart. Dans ces pays, les règles du jeu constitutionnel n'ont pas été respectées dans la plupart des cas. Et donc, à chaque fois que ces règles de jeu sont violées, la Grande Muette, à terme,
sort de sa réserve pour s'accaparer le pouvoir d'État. C'est pour cela que les institutions sous-régionales doivent jouer leur rôle. La plupart de ces pays sont partis à des conventions, en particulier sous-régionales, qui interdisent les modifications des règles de jeu électoraux ou des règles de jeu constitutionnelles à la veille des élections. Néanmoins, en dépit de ces conventions auxquelles ces pays sont partis, ces institutions sous-régionales ne fonctionnent pas de manière à prévenir ces modifications constitutionnelles. Regardez ce qui s'est passé en 2014 lorsque le peuple burkinabé s'est réveillé. Nous étions à la veille des élections et le président Compaoré, qui faisait son dernier mandat, voulait à tout prix modifier les règles de jeu constitutionnelles pour s'éterniser au pouvoir. Et le peuple a dit non et l'armée a accompagné cette volonté populaire de ne pas donner un mandat de plus à un président sortant. De la même manière, dans les autres pays que vous avez cités, le Mali, le Niger, les règles de jeu ont été à un moment donné biaisées et l'armée est sortie de sa réserve pour prendre ses responsabilités. Et au Togo, nous sommes à la veille d'un scrutin, à 3 mois en janvier, les modifications constitutionnelles ont commencé. La CEDEAO finalement s'est avisée pour interférer et pour montrer sa volonté de s'informer et de comprendre le processus. Mais trop tard, le Togo, Faure Gnassingbé, qui joue à l'enfant gâté, a fait du chantage. Si vous continuez à regarder dans mes affaires intérieures, je vais quitter la CEDEAO. Ce chantage a suffi à la CEDEAO de faire marche arrière et de ravaler ses principes. C'est dommage pour des institutions comme la CEDEAO qui devraient contribuer à garantir l'état de droit dans l'espace CEDEAO parce que justement elle est dépositaire de certains instruments auxquels sont partis ces États. C'est dommage que cette CEDEAO n'ait pas été à la hauteur de la volonté populaire, de la volonté des peuples à assumer leur souveraineté populaire. François Bokor, merci.